C'est une bonne chose d'interdire un animé seulement parce qu'il dérange, parce qu'il y a de l'horreur, du gore et un penchant bizarre pour les enfants. Un animé a été banni mondialement. Et pourtant, ce sont des thèmes présents dans d'autres œuvres moins controversées, voire même admirées. Certains voient cet animé comme un chef-d'œuvre, d'autres comme un danger. Mais moi, j'aurais aimé ne jamais te parler de Shoujo Tsubaki. L'histoire se passe au Japon, dans les années 50, où la guerre a laissé un pays pauvre et ravagé. Au milieu de ce désespoir se trouve Midori, une jeune fille de 12 ans dont la beauté captivante contraste avec l'univers ambiant. Dans ce chaos, l'adolescente vit à travers les ruelles sales et les marchés bruyants. Afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa mère gravement malade, elle est contrainte de vendre des camélias aux passants. Mais ces maigres ventes leur permettent à peine de se nourrir convenablement. Un jour, alors qu'elle rentre d'une journée fatigante et qu'elle arrive dans le taudis qui leur sert de modeste maison, quelque chose cloche. Un silence inhabituel et une pression pesante l'accueillent. L'anxiété se fait sentir dans le corps de Midori, et alors qu'elle pousse la porte, c'est l'horreur. La jeune fille découvre le corps sans vie de sa mère, qui est en train d'être rongé par des rats et qui baigne dans une odeur nauséabonde. L'ambiance macabre est alors cruellement dépeinte dès les premières minutes du film. Désormais orpheline, Midori se demande comment elle va s'en sortir. Mais au milieu de toute cette tristesse, elle se souvient avoir rencontré un homme un peu louche il y a quelques jours. Il se fait appeler Monsieur Arashi et lui a assuré qu'il pouvait la sortir de la pauvreté. Sans aucune autre alternative, notre protagoniste n'a d'autre choix que d'accepter sa proposition. C'est ainsi qu'elle rejoint le cirque du chat rouge de l'homme. Dès son arrivée, l'atmosphère du lieu lui glace le sang. L'endroit est peuplé d'êtres marginaux, rejetés par la société à cause de leur difformité physique ou de leur comportement bizarre. À savoir que ce genre de représentations, appelées des freak shows, ont réellement existé et ont connu un essor particulier aux États-Unis pendant le XXe siècle. Les regards de détraqués qui se posent sur cette gamine de 12 ans, je te rappelle, sont annonciateurs d'événements bien plus graves. La pauvre fille est exploitée chaque jour que Dieu fait. Elle n'est pas limitée qu'à des tâches insoutenables et malheureusement, toutes les nuits, lorsqu'elle s'endort épuisée, des murmures sinistres résonnent autour d'elle. Et ça, c'est quand elle passe de bonnes nuits. Dans le pire des cas, elle subit des agressions très explicites et horrible. Dans le cirque, on peut ressentir les intentions malsaines de chacun de ses membres. Les spectacles sont super glauques afin d'attirer une foule morbide fascinée par la souffrance et l'absurde. Midori devient rapidement la cible des humiliations et des abus répétés des autres artistes. Personne ne prend sa défense, personne ne la protège, même Arashi. Chaque matin apporte son lot de craintes nouvelles et chaque soir amplifie son désespoir grandissant. Un jour, alors que la jeune fille est au bord du gouffre, un personnage énigmatique apparaît, un certain Masamitsu. Bien qu'inquiétant au premier abord, cet illusionniste voit la détresse criante de Midori. Peu à peu, il tombe amoureux d'elle et souhaite la faire sortir de cet enfer. Mais comme je l'ai dit, il est bizarre. Ses tours de magie, d'abord normaux, deviennent progressivement étranges. Si au début Midori se méfiait de lui, le temps lui a donné raison, car l'attitude possessive de l'homme devient envahissante. Son regard terrifiant la suit partout. La troupe commence aussi à changer sous l'influence de Masamitsu. Les spectacles deviennent de plus en plus extrêmes, troublant fortement les spectateurs. La tension monte jusqu'à atteindre son paroxysme un soir où Masamitsu réalise un tour de magie si effrayant qu'il déclenche une panique générale dans le public. La réaction ne se fait pas attendre, les autorités interviennent et Arashi s'enfuit lâchement, abandonnant Midori et les autres à leur sort. Désormais seul avec Masamitsu, Midori se retrouve piégée. Dans un élan désespéré, l'homme lui propose de fuir ensemble ce calvaire, ce qu'elle finit par accepter. Midori attend anxieusement Masamitsu à l'arrêt de bus, mais il n'arrive jamais. L'attente s'éternise dans l'obscurité, son angoisse grandit tandis que les souvenirs traumatiques ressurgissent. Elle ignore que le magicien vient d'être assassiné par un voleur. Ainsi, Midori finit seule, détruite et sans aucun repère. Elle est prise d'hallucinations et sombre peu à peu dans la folie. On est d'accord qu'avec ce résumé, on comprend parfaitement pourquoi le film a été vu en bizarre. Et naturellement, tu vas te dire que l'auteur a un sacré problème. Mais si ce n'était pas le cas, si le but initial de Shoujo Tsubaki était de dénoncer les conditions sociales de l'époque. Dans son interview, Soehiro Maruo, l'auteur, explique qu'il savait dès le début que ça allait être bourbier avec les thèmes qu'il aborde. Résultat, il devait lui-même assurer la projection du film pour minimiser les risques. Malgré les nombreuses critiques, Soehiro explique que Shoujo Tsubaki a été créé afin de pousser les jeunes générations à réfléchir aux sujets sensibles. Cela veut dire qu'il partait du principe que l'audience allait être jeune, et c'est encore pire. Si les œuvres de l'auteur sont aussi sombres, c'est parce qu'il explique avoir subi du harcèlement scolaire dans son enfance. Ainsi, l'intimidation est un thème omniprésent dans son travail. Je pense que ce qui est questionnable dans son interview est qu'il ne parle pas d'à quel point visuellement c'est cru, horrible et écœurant, comme si pour lui cette violence graphique était nécessaire
nécessaires pour la dénonciation. Après, je ne suis pas dans sa tête. Il termine son interview en expliquant que son œuvre révèle une histoire cachée du Japon selon ses dires, que les autorités préfèrent oublier ou censurer. Et cette action est tout à fait louable de sa part, mais peut-être que le procédé aurait pu être différent. Mais si ça avait été le cas, son œuvre n'aurait peut-être pas fait autant de bruit. Maintenant que l'on connaît les motivations de l'auteur, il est essentiel de comprendre précisément ce qui a poussé plusieurs pays à bannir définitivement l'œuvre de leurs écrans. En vérité, la violence et les sujets tabous existent dans beaucoup d'autres animés célèbres, mais ils n'ont jamais été aussi sévèrement interdits. Par exemple, Berserk est très connu pour ses scènes de bataille sanglantes, de torture et même de V-word. Pourtant, le manga circule sans grande difficulté dans beaucoup de pays. De même, l'anime Elfen Lied présente des scènes très violentes, mais il est devenu très populaire auprès des fans. Et plus récemment, l'anime Devilman Crybaby, disponible sur Netflix, montre lui aussi des scènes choquantes et aborde des thèmes sexuels explicites. Mais personne n'a demandé sa censure totale, alors qu'on se rappelle tous de l'épisode 1. Alors pourquoi seulement Shoujo Tsubaki a été sévèrement interdit partout? Cette différence notable de traitement vient principalement de la façon dont chaque œuvre aborde et met en scène ces sujets sensibles. Dans le cas de Berserk, l'ultraviolence est enracinée dans un contexte médiéval fantastique, une dimension fictive suffisamment forte pour instaurer une distance psychologique confortable chez le spectateur. La violence y est présentée dans un cadre épique où le spectateur est invité à comprendre cette brutalité comme naturelle à un univers fantastique et hostile. De même, si les scènes sont choquantes, le contexte et la narration offrent un filtre qui permet au public de mieux accepter ce qu'il voit. De la même manière, Elfen Lied mise sur un contraste visuel impactant, une esthétique douce, presque naïve, associée à une bande-son poétique qui tempère considérablement l'impact des images brutales. Ça aide à diminuer l'impact émotionnel de la violence, car tout semble symbolique et presque irréel. De cette façon, on comprend que la violence est utilisée pour transmettre un message sur la cruauté humaine et non juste pour choquer. Devilman Crybaby, quant à lui, combine une critique sociétale marquée avec un style visuel très particulier, surréaliste, qui exagère volontairement les traits des personnages et des situations. Les scènes provocatrices sont connues pour illustrer une réflexion philosophique sur l'humanité, le bien et le mal, tout en maintenant clairement un cadre fictif assumé. L'anime pousse tellement loin qu'on comprend vite que le but est surtout de critiquer la société ou de provoquer une réflexion. Cela crée une distance rassurante car on ne ressent jamais vraiment que ce qui se passe pourrait être réel. En revanche, l'approche de Shoujo Tsubaki est radicalement différente. Ce qui choque profondément les spectateurs et les autorités, c'est son réalisme. L'histoire est ancrée dans une époque réelle du Japon, après la Seconde Guerre mondiale, une période donc très difficile marquée par la pauvreté et la violence quotidienne. Dans cet animé, il n'y a aucun filtre artistique pour protéger les spectateurs. L'animation artisanale plutôt sombre et minimaliste accentue paradoxalement l'impression d'authenticité des scènes représentées. Les abus et les violences subies par Midori, une jeune fille de seulement 12 ans, sont montrés sans aucune forme de protection symbolique ou artistique. Le spectateur n'est alors jamais mis à l'abri. Il est confronté directement à la dure réalité du personnage principal. Et c'est précisément ça qui pose problème pour la plupart des pays. Même si l'auteur et le réalisateur voulaient dénoncer la cruauté et la marginalisation des faibles, beaucoup de spectateurs et surtout les autorités voient plutôt une représentation insupportable d'abus sur une enfant. Pour eux, l'absence de distance avec la réalité fait que cet animé dépasse clairement les limites autorisées. Par exemple, au Japon, le comité chargé d'autoriser la diffusion de films a exigé de supprimer plus de 26 passages jugés trop explicites ou trop choquants. Ce qui veut dire que la version que j'ai eu le malheur de voir et qui m'a profondément marqué était une version censurée. Aux États-Unis, des lois très strictes interdisent clairement toute diffusion de scènes montrant explicitement des abus sexuels sur mineurs, même si c'est une animation. En France ou en Allemagne, les autorités ont estimé que montrer des violences aussi réalistes sur une enfant était illégal et moralement inacceptable. Et ça peut se comprendre. Mais ce n'est pas seulement une question de loi, c'est aussi une question de perception de message. Dans Berserk, Elfen Lied ou Devilman Crybaby, les spectateurs comprennent rapidement que les scènes violentes servent un propos artistique ou symbolique clair. En revanche, dans Shoujo Tsubaki, ce message est difficile à cerner clairement pour tout le monde. L'œuvre est souvent perçue comme ambiguë ou simplement choquante, sans forcément avoir un message évident derrière chaque scène. Du coup, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer tout ça? De ce fait, pour répondre à la question initiale, ce qui explique cette différence de traitement, c'est avant tout la manière dont l'anime présente ces scènes de violence. Tant que les spectateurs peuvent ressentir une distance ou un sens artistique clair, même les œuvres très violentes peuvent trouver leur public. Mais lorsque cette violence est
est trop réaliste, trop direct et implique des enfants comme notre film, les autorités et le public réagissent généralement de façon très sévère. Ainsi, ce qui rend cet animé si problématique, c'est justement qu'il refuse de protéger le spectateur. Il montre la réalité crue sans aucune concession, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. C'est cette franchise brutale qui lui vaut son interdiction généralisée, là où d'autres œuvres tout aussi provocantes ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'interdiction de Shōjo Tsubaki dans de nombreux pays n'a pas fait disparaître l'œuvre, au contraire, elle a suscité une curiosité accrue. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Streisand, décrit comment tenter de cacher quelque chose peut en réalité attirer davantage l'attention sur ce dernier. C'est exactement ce qui s'est passé avec le film. Dès qu'il est devenu difficile à voir officiellement, tout le monde a voulu comprendre pourquoi ce film était jugé si problématique. Moi la première. Sur internet, des forums comme Reddit se sont remplis de messages de gens qui voulaient absolument visionner cet animé interdit. Beaucoup voulaient simplement se faire leur propre avis, alors que d'autres recherchaient le frisson d'une œuvre jugée taboue. Cette curiosité renforcée a donné une deuxième vie à Shōjo Tsubaki. Une vie clandestine certes, mais très active. Des copies pirates ont commencé à circuler sur des sites de partage illégaux, des plateformes discrètes ou des groupes privés sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cette circulation clandestine échappe totalement au contrôle des autorités. Et je ne vais pas vous expliquer comment, mais il est possible de retrouver la version non censurée, chose que l'auteur et le réalisateur voulaient éviter, craignant que le film soit mal compris. L'interdiction officielle n'a pas seulement rendu le film célèbre, elle a aussi transformé Shōjo Tsubaki en objet culte, très recherché par les collectionneurs grâce aux DVD vendus à l'époque. Ces exemplaires sont aujourd'hui extrêmement rares et certains passionnés sont prêts à payer très cher pour les obtenir. Ainsi, une œuvre qui devait rester cachée est devenue précieuse, précisément parce qu'elle l'est interdite. La polémique autour du film ouvre une question essentielle. Jusqu'où l'art peut-il aller pour dénoncer la cruauté de la société? Peut-on vraiment tout montrer sous prétexte de liberté artistique? Ce débat divise profondément et chacun aura naturellement sa propre limite et son avis personnel sur cette question délicate. Personnellement, je pense que l'art est l'un des meilleurs moyens pour dénoncer des injustices et des problèmes sérieux comme la violence, la pauvreté ou la discrimination. Grâce à l'art, on peut ressentir des émotions fortes et comprendre des problèmes qu'on ne voit pas forcément dans notre vie quotidienne. Mais justement, puisque l'art a un pouvoir très important, la manière dont on choisit de montrer les choses est essentielle. C'est là qu'il faut distinguer deux choses. D'abord le message que l'artiste veut transmettre, le fond, et ensuite la manière dont il choisit de le transmettre, la forme. Par exemple, dans le cas de Shōjo Tsubaki, l'auteur veut clairement dénoncer la pauvreté, la violence et l'exploitation des personnes marginalisées après la guerre du Japon. Et ça, c'est un message très important. Cependant, là où beaucoup de gens ont ressenti un profond malaise, c'est justement dans la forme choisie par l'auteur pour faire passer son message. Les 15 à 20 premières minutes du film sont particulièrement éprouvantes à regarder. Les scènes montrant les violences infligées à Midori, une enfant, sont non seulement très explicites, mais aussi extrêmement réalistes et choquantes. À ce stade, on peut se demander si montrer ces abus avec autant de détails était vraiment nécessaire pour comprendre l'horreur de la situation. Car après ces premières minutes très dures, le reste du film, bien que toujours dérangeant, reste plus supportable. On y voit davantage la vie au cirque, les difficultés des marginaux et des personnes rejetées, et surtout les dégâts émotionnels irréversibles que subit Midori, qui finit par sombrer dans la folie. On comprend donc parfaitement les messages de l'auteur, montrer à quel point ces situations d'abus et d'injustice peuvent détruire complètement une personne. Mais voilà, pour moi, l'auteur et le réalisateur auraient pu transmettre le message sans forcément montrer autant de violence sur une enfant. Ils auraient pu simplement se concentrer sur la pauvreté extrême, sur la vie très difficile des gens marginalisés et sur les freak shows. Toutes ces choses auraient déjà suffi pour faire réfléchir le public, sans forcément franchir cette limite. Et c'est là que se situe la frontière délicate entre l'art et la moralité. Personnellement, je crois que porter atteinte à une enfant de façon aussi explicite, même pour transmettre un message important, dépasse une certaine limite morale. À mon sens, même si les intentions de l'auteur et du réalisateur étaient bonnes, cela détourne notre attention du vrai message qu'il voulait transmettre, car le public est surtout choqué par les scènes violentes plutôt que concerné sur les injustices dénoncées. Cependant, ce n'est que mon avis personnel. Je pense aussi que chacun doit avoir sa propre réflexion sur cette question. Certaines personnes diront justement que montrer ces scènes horribles est nécessaire pour vraiment comprendre et ressentir la gravité du sujet. Pour d'autres comme moi, il existe sûrement d'autres façons, plus subtiles et moins choquantes, de transmettre le même message sans perdre son impact. Finalement, chacun d'entre nous a sa propre sensibilité et sa propre limite sur ce qu'il accepte ou pas au nom de la liberté artistique. Shōjo Tsubaki nous rappelle précisément cela. Il y a des limites différentes selon chaque personne, et c'est à chacun de réfléchir à la manière dont l'art doit ou non traiter des sujets très sensibles. Le plus important est que ces débats existent, car ils permettent de se poser des questions essentielles sur l'art, la société et nos propres valeurs.